Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Arsenal French Monday, une nouvelle émission que l'on va passer en tête du championnat de Première Ligue, en tête de la Première Ligue. C'est absolument incroyable ce qu'il se passe cette saison avec Arsenal. Tous les week-ends, enfin en tout cas tous les lundis on est en tête de la Première Ligue. C'est absolument irréel ce qu'on est en train de vivre, c'est même complètement surréaliste, mais en tout cas on profite à fond de ce qu'il est en train de se passer. Une petite émission que je vais passer avec mes invités, avec Benjamin et Quentin. Benjamin qui a un petit problème de caméra, il me semble. Normalement ça devrait revenir assez rapidement. En tout cas, voilà, on va passer une petite émission où on va parler un peu du débrief donc de ce match face à Chelsea, une victoire 1-0 des Gunners à Stamford Bridge. Arsenal est donc est inarrêtable, une première place avec 34 points en 13 matchs. C'est absolument indécent. On parlera évidemment d'Aubameyang, puisque Aubameyang s'est pris un gros karma. Et on a bien apprécié du côté de Twitter et de toute la fanbase d'Arsenal hier. Puis on parlera un peu de Ben White. Ben White, qu'on n'a pas forcément trop fait de focus cette saison dans cette émission, mais on va parler de Ben White qui est monsieur régularité. Le mec est trop fort tout le temps. Donc voilà, on va faire un petit focus sur Ben White. Et puis on parlera évidemment de l'Europa League. L'Europa League dont le tirage au sort des barrages a été effectué. Arsenal qui n'était pas concerné puisque Arsenal est directement en huitième de finale. Mais voilà, ce sera l'occasion de faire un petit débrief de cette phase de poule et puis de parler des éventuels adversaires d'Arsenal en huitième de finale. Est-ce que Benjamin n'est pas revenu? Benjamin Je suis là, mais je ne dois pas avoir de caméra. n'a plus de caméra. On va essayer de régler ça en direct. Tac, tac, tac. Est-ce que tu m'as renvoyé ton lien, Benjamin, quelque part, que je vois si je peux le refaire en direct? Attention, Ludo. Eh ben, tac, on va garder Quentin et moi pour l'instant, puis on verra. En tout cas, voilà, on va débuter cette émission avec ce débrief de Chelsea. Arsenal est donc inarrêtable. Une nouvelle victoire à Stamford Bridge. 34 points, je le disais, en 13 matchs, 31 buts, 11 encaissés, 6 clean sheets. Tout va bien. Quentin, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce match voilà, passé hier, et de cette victoire d'Arsenal 1-0 sur la pelouse de Stamford Bridge? Extrêmement satisfait, non seulement du résultat, mais surtout de la manière et de la performance et de la maturité qu'on a montré. Pour la plus jeune équipe de Première Ligue avec Southampton, c'est juste indécent ce qu'on a montré à Chelsea. Alors même si Chelsea est un peu en retrait actuellement, ça reste Chelsea, ça reste du top 6 et il y avait tous les éléments réunis pour justement avoir une contre-performance d'Arsenal. Je m'explique, il y avait Aubameyang, donc le retour d'une star qui a joué chez nous. Il y avait le match anniversaire pour Arteta, c'était son 150e. On se souvient du millième d'Arsène Wenger à Chelsea en 2014. Je ferme la parenthèse de très mauvais souvenirs. Mais pour moi, je me suis dit, il y a beaucoup trop d'éléments qui sont réunis et on risque peut-être un petit peu, pour les superstitieux comme moi, de voir une défaillance. Et pas du tout. On les a écrasés pendant 90 minutes et de ma mémoire de supporter, j'ai pas souvenir d'une performance comme ça à Stamford Bridge. C'était juste excellent, quoi. Heureusement qu'ils avaient un Thiago Silva derrière pour maintenir. Je pense sinon le score était plus flatteur pour nous, mais c'était juste exceptionnel ce derby. Et au final, le but vient quand même d'une erreur finalement au départ de l'action, une erreur de Thiago Silva qui se fait chipper le ballon par Gabriel Jesus. Mais en effet, oui, Thiago Silva a quand même été assez, pour son âge, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait, Thiago Silva. Mais ça ne nous a pas empêché de marquer du coup sur le corner qui a suivi cette récupération de Gabriel Jesus. Et on a récupéré Benjamin. Petit souci qu'on a réglé du coup en direct. Benjamin, qu'est-ce que tu as pensé de cette... Pardon, je m'étouffe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance d'Arsenal, un match haché, mais qu'on a quand même assez bien contrôlé, hein?
Ben, on a contrôlé le match et moi je trouve que c'est surtout défensivement qu'on a été impressionnant. Ils ont quasiment peu eu d'occasions. Quand on regarde les expected goals, ils sont à je crois 0,28, quelque chose comme ça. Donc c'était maîtrisé, je trouve, de A à Z. On a peut-être un petit peu encore croqué devant. On aurait peut-être pu en marquer un ou deux de plus, mais je trouve voilà, c'est une performance accomplie. On a vraiment bien dominé le milieu de terrain et c'était un match vraiment à sens unique. On est très très content. Match à sens unique, c'est vrai qu'on n'a pas vu trop. Ouais, je vois. Dans le chat, on nous dit haché à cause des fautes. L'arbitre ne laissait pas jouer en première période. C'est vrai que pour le coup, on n'a pas été verni de ce côté-là où Chelsea a quand même joué assez salement, on va dire. Il y a quand même pas mal de fautes de la part des Blues et des fautes qui auraient notamment un duel entre Cucurella et Saka qui aurait mérité quand même quelques petits cartons jaunes pour Cucurella, mais bon, Michael Oliver avait décidé de pas mettre de carton, mais c'est Saka qu'on a pris un par contre sur sa première faute. Bref, oui, un match un peu haché, Quentin. C'est vrai qu'on en parlait du coup. On a réussi à passer au-delà de cette agressivité mise par Chelsea et on est resté dans notre match et on a su saisir, on va dire, l'une des quand même l'une des seules opportunités qu'on a pu avoir sur ce match qui était quand même assez fermé, on va le dire. Oui, c'était totalement, enfin, c'était bien fermé, mais c'était voulu aussi un peu par Chelsea. Graham Potter l'a dit dans sa conférence de presse d'après-match où il cherchait à mettre Chelsea en mode derby londonien. Du coup, ils nous ont donné un derby londonien avec beaucoup de physique. Et c'est justement là où on peut encore souligner la maturité d'une équipe aussi jeune, c'est de prendre les occasions quand elles s'y présentent. Et on a eu ce corner, on a pu la mettre au fond. Et on a bétonné et derrière, plus rien ne s'est passé et je trouve que c'est très intelligemment fait de la part de l'équipe avec beaucoup de patience, de concentration et c'est pour ça qu'on peut peut-être parler de vraiment un step up pour cette équipe qui monte en puissance. C'est très intéressant et franchement, c'est très bien. Je vois dans le chat, on nous dit Araf qui nous dit que ça fait plaisir d'être fan d'Arsenal après les longues années de galère. Euh, Benjamin, c'est vrai que on en parlait juste avant de lancer ce live. Cette saison, elle est quand même, elle est à tout point. De toute manière, peu importe le résultat à la fin de la saison, pour l'instant, elle est en tout point exceptionnelle. Et c'est vrai qu'après les dernières années qu'on a vécues, tout ce qui arrive et tout ce qui peut arriver à cette équipe d'Arsenal actuelle, c'est mérité déjà et c'est assez phénoménal quand même. Je vais pas dire que c'est que du bonus parce qu'on est encore en début de saison, mais vraiment, quand on se rappelle, voilà, il y a 4-5 ans, les matchs qu'on faisait, c'était compliqué à regarder, hein, sous Unai Emery, quand on se prenait 30 tirs par match. Je sais plus contre qui on a pris 31 tirs ou c'était un record, et on subissait, et c'était Leno qui nous sauvait, et aussi Aubameyang, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui nous On sauvait en de l'autre reparlera. côté. Ouais. Là, ça fait plaisir de voir que peu importe les joueurs sur le terrain, il y a un système de jeu, on domine. Et il y a des joueurs qu'on voyait beaucoup, je pense par exemple à Odegaard, que je trouve un petit peu moins bon ces derniers matchs, mais qui reste bon. Sont pas trop moins au rendez-vous, bah, on a quelqu'un d'autre qui prend le relais, etc. Et c'est un plaisir de regarder Arsenal, quoi. On s'ennuie jamais, ça joue bien, c'est incroyable. Donc très très content de notre début de saison, quoi. On nous dit, enfin dans le chat, je vois un peu ce qu'on nous dit. La main non sifflée de Cucurella, abusée. Si c'était l'inverse, c'était penalty contre nous. Je pense que ça n'a pas été sifflé parce que je crois que la main était en dehors de la surface. C'est ça? Je pense que sinon, vu la main assez grossière quand même, ça aurait été sifflé. Mais je pense que vu l'angle, je pense que c'est parce qu'elle était à l'extérieur. Après, on sait jamais avec les arbitres anglais. Faut dire que contre Leeds, on a eu les chocottes. Hier, j'étais tranquille. C'est vrai que bizarrement, hier, c'était plutôt. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu trop peur, on va dire, du match. On a justement, comme on a dit, on a assez bien contrôlé. Saliba partait. Alors, les plus Saliba partait, Madax qui nous dit les plus Saliba partait, les moins finition, plus le manque de rythme de Zinchenko. On reparlera aussi un peu de Zinchenko. Dommage qu'on soit pas assez tueur dans le jeu. On en reparlera également parce que c'est vrai qu'on a eu quand même quelques grosses occasions, notamment Gabriel Jesus, qu'on aurait dû mettre au fond. Euh, c'est un vrai plaisir de regarder Arsenal. Certes, pardon, les résultats sont exceptionnels, mais c'est la motivation, ce que les joueurs nous transmettent qui est magnifique. Quentin, je voulais revenir également un peu là-dessus en débriefant aussi ce match de Chelsea. C'est vrai que
au-delà des résultats, c'est la manière et la mentalité de cette équipe qui, nous, en tant que fans, enfin, on peut que être à fond derrière eux. En fait, quand on voit la célébration et la Totalement. mentalité des joueurs et du staff tout le match d'hier, c'est assez exceptionnel quand même. Ça donne envie et ça, en tant que fan, c'est incroyable quoi. Mais je peux que reprendre les mots d'Arteta, hein. Je dirais il y a une connexion qui est refaite partout dans le club, hein, de l'équipe aux fans, des fans à l'équipe, envers le coach, sa staff technique, des recrutements à la tête du club. Enfin, tout s'est reconnecté, tout le monde s'est recentré en fait sur ce qu'est Arsenal. Et en fait, c'est un petit peu la morale qu'on peut prendre, enfin qu'on peut ressortir de toute cette période de disette qu'on avait et des périodes compliquées, c'est que on s'est un petit peu éloigné de nos valeurs. On a vu les résultats. Maintenant, on s'est recentré autour des valeurs de ce qu'est Arsenal, de pourquoi est-ce qu'on est fan, pourquoi on aime ce club, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain et en dehors, et les résultats suivent. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Je vois dans le chat également qu'on dit on peut parler maintenant ayant affronté tous les membres du Big Six sauf City et Newcastle. Euh, on voyait en début de saison quand on faisait quand on enchaînait les résultats, Benjamin, on voyait des gens dire bon c'est parce qu'on n'a pas affronté de gros, alors que par exemple Fulham avait accroché Liverpool, Brighton avait accroché un peu tout le monde. Enfin voilà, il y avait des équipes qu'on avait jouées, qu'on avait battues, qui avaient accroché d'autres grosses équipes. Et bizarrement, quand c'était nous, c'était parce que on avait on n'avait pas bien joué, c'est parce que les autres avaient mal joué. Bref, ce genre de petits trucs qu'on voit passer sur Twitter. Mais c'est vrai qu'on a battu Liverpool, on a battu Chelsea, on a battu Tottenham, on a battu notamment des équipes pièges comme Leeds par exemple ou Fulham, c'était très piège aussi. Benjamin, c'est vrai que maintenant, le rapport de force est quand même inversé par rapport à ces dernières années où là, par exemple, Chelsea, c'était clairement Arsenal qui était le favori et qui était au-dessus dans le jeu, alors que les dernières saisons, on arrivait un peu en outsider à Stamford Bridge. Bah là, moi, j'étais très content. C'est que c'est le premier, on va dire, gros match contre le top 6 qu'on a gagné à l'extérieur. Liverpool et Tottenham, c'était des gros matchs, mais c'était à domicile. Ouais, On c'est avait vrai. perdu à Manchester, à Old Trafford. Et là, j'étais quand même content qu'on vienne en patron à Stamford Bridge et qu'on leur montre un petit peu de quelle couleur était Londres. Donc, je suis très très content de ce match et je pense que c'est encore une étape supplémentaire parce que gagner à domicile, on le fait, on sait le faire, il y a de l'ambiance, etc. Mais là, voilà, aller gagner à l'extérieur en patron, c'était important de le faire et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné comme ça chez quelqu'un d'autre. C'est dans ce qu'on peut redire du match, plutôt, on va dire dans le débrief un peu du match en lui-même. On a eu le contrôle, Quentin, mais finalement, comme disait, je sais plus trop qui disait ça dans le chat, mais finalement, on a manqué de finition quand même. C'est Madax qui dit ça d'ailleurs. On a manqué de finition et notamment, c'est dur à dire parce qu'il fait un match exceptionnel, mais notamment Gabriel Jesus. Ah oui, c'est dur à dire parce que tout simplement, s'il met cette balle au fond, c'est le but de l'année, pratiquement, avec la sortie de balle qui est derrière. Je veux dire, ce but, il passerait en replay partout et on ferait que parler de ce but-là. Après, maintenant, ça fait quelques matchs qu'on peut voir, à part pour le 5-0, où on peut voir dans les 20 derniers mètres des petites difficultés techniques. Je pense que ça va revenir petit à petit. Il y a aussi beaucoup de fatigue due à l'Europa League aussi, je pense, dans cette partie cruciale. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, maintenant, il faut aussi rappeler la météo à Londres samedi, hein. Il a plu comme pas possible. Oui, ouais. Le terrain était gras comme pas possible. Enfin, c'était une météo anglaise comme on la connaît. Donc ça a forcément compliqué les choses. Mais c'est vrai que si on s'applique, si on arrive à trouver les déclics techniques dans les 20 derniers mètres, on pourrait encore aggraver le score. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'Odegaard était un petit peu en dessous? Est-ce que c'est parce que Saka s'est fait tacler tout le temps par Cucurella et du coup on a manqué d'impulsion? Enfin, on peut peut-être trouver plein d'explications, mais c'est compliqué. Mais c'est pas une inquiétude au vu de notre situation, vu qu'on marque quand même malgré ça. Mm. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, les petits problèmes de finition. Benjamin, c'est dû à quoi pour toi ces petits depuis quelques matchs, hein, c'est pas nouveau non plus qu'on a des guns. Alors bon, il y a eu Forest qui est justement un peu venu cacher. Enfin, c'est quoi l'arbre qui est venu cacher la forêt? C'est quoi l'expression? Je sais plus. Merde. Bref. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça l'expression. J'ai eu peur de dire une connerie. Enfin bref, il y a eu Forest où on a mis 5-0, mais le reste des matchs ces derniers temps c'était des 1-0, c'était des matchs un peu plus compliqués. Euh, euh, comment tu expliques ce manque de
de réalisme un peu, alors qu'on avait ça au début de saison. Bah, je trouve qu'on a un petit peu plus de mal dans la dernière passe. Alors, c'est pas que lui, hein, mais on a Odegaard un petit peu moins flamboyant qui va moins trouver la passe magique. Et puis, après, je sais pas, hein, chaque fois, il nous manque pas grand-chose, hein. Ça se joue à quelques dizaines de centimètres, un pied, une frappe un peu trop élevée, etc. Mais moi, ça me fait pas trop peur non plus. Alors, un petit peu dans le sens où si on dit qu'on est dans la course au titre, ça va nous jouer des tours si on continue comme ça. Sur un match, on va faire un nul au lieu de prendre 3 points. Mais je pense que ça va revenir et qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Après, l'expliquer, je pense que voilà, il y a des cycles, il y a des périodes avec, il y a des périodes sans. Là, bon, on n'a pas vraiment de chance. Gabriel Jesus, il fait tous les efforts qu'il faut. Il n'est pas très chanceux. Et des fois, bon, c'est vrai qu'il pourra un tout petit peu moins mieux faire, mais bon, moi je pense que ça va revenir. Et par exemple, c'est quand on marque sur le corner, c'est quand même lui qui fait tout l'effort pour gagner le corner, etc. et nous permettre voilà, de marquer ce but. Donc tant que dans le jeu on fait des efforts et tant que ça continue de tourner, ça va revenir, je me fais pas trop de soucis. Ouais, le Manax qui dit notamment Rosicky, Rosicky qui nous dit vraiment il nous manque un haut bas. Ah non, du coup. Manax, il me dit le retour d'un Emile Smith-Rowe fera du bien. Il avait cette faculté à combiner rapidement et également marquer avec sa bonne frappe. C'est vrai qu'Emile Smith-Rowe, il participe pas à la fête, alors que l'année dernière, il était absolument incroyable. Et il avait cette faculté à marquer des buts clutch et des beaux buts d'ailleurs. Et ce sera une bonne addition. Vas-y, Quentin, tu voulais dire quelque chose? Bah, Emile Smith-Rowe, c'est justement la pièce qui nous manque en fait. Très sincèrement, je pense que si tu as Emile Smith-Rowe en Europa League, déjà, tu te facilites beaucoup de matchs, mais surtout en super sub, il te débloque des matchs et il te renverse un match avec sa faculté technique, son sens de l'appel, de la prise de l'espace. Et franchement, le retrouver en janvier, ce sera vraiment un bonheur parce que c'est un joueur qui nous manque vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il avait. Et puis c'est un profil, Benjamin, je sais pas ce que t'en penses, c'est un profil que, au final, on n'a pas dans l'équipe. C'est pas forcément un box-to-box comme Chaka, c'est pas forcément un numéro 10 comme Odegaard, c'est pas forcément un Fabio Vieira. C'est un peu un mix entre un ailier et un numéro 10, et il nous manque un peu ce profil, je trouve, en tout cas, dans cette équipe-là. Et justement, comme disait Quentin, ça peut nous débloquer des situations, un Emile Smith-Rowe en plus. Bah, Emile, il a quand même cette faculté à pouvoir porter le ballon qu'il n'y a pas sur le côté Martinelli, il a plus de vitesse que Xhaka, donc quand on le met dans cet espace-là, il peut vraiment créer des décalages et puis même jouer le 1 contre 1 et puis passer, donc c'est vrai que c'est un profil qui nous manque et je pense qu'il nous fera énormément de bien quand il va revenir et on a tout ça, trop. Karl dans le chat qui nous dit que pensez-vous du rendement de Ben White. On va en reparler, c'est la troisième partie, c'est le troisième titre. On parlera de Ben White justement. On a fait un focus aujourd'hui sur Ben White, donc on va en reparler. Parlons justement maintenant d'un compère de défense. On est obligé d'en parler parce qu'il a fait un match absolument exceptionnel. C'est William Saliba. On en parle quand même depuis le début de la saison. On en parle parce que Oui. il n'y a pas d'autre mot. Enfin, on est obligé d'en parler. Il est trop fort. Quentin, encore une fois, man of the match et une performance mais monstrueuse. Aubameyang n'a pas existé, hein. Non, mais je me souviens d'un débrief que j'ai fait, c'était pour le premier match, c'est contre Crystal Palace away, et on avait parlé beaucoup de William Bah oui. Saliba, et on manquait de mots pour décrire ce qu'il nous avait sorti comme performance pour sa première au club. Et ben là, on se retrouve 3 mois après et on manque de superlatifs, quoi. Je veux dire, mais c'est quoi ce joueur? C'est clair. Je veux dire, franchement, c'est juste hors norme. Tout ce qu'il fait, c'est beau, je veux dire. Et même quand il est à la limite de se louper, parce qu'il y a un moment, une interception où il se fait un sombrero pratiquement à lui-même, il tombe, il se relève, il la récupère, il relance. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est quoi ça? D'où on le sort? Mais c'est juste génial. Non, Je veux c'est. dire, c'est le recrutement enfin, des dernières années. Et si on arrive à le prolonger, mais c'est juste bravo le club pour la gestion, bravo le club pour la confiance, et qu'on le garde le plus longtemps possible. Ce joueur est une pépite absolue. Benjamin, ton avis, si tu as autre chose à compléter sur William Saliba, c'est encore le match qu'il a fait hier, c'est indécent. Bah, moi je pense que quand t'es l'adversaire et puis que tu sais qu'il est en face, t'es juste dégoûté de venir jouer le week-end quoi, donc c'est juste ça.
Je pense que son prêt à l'OM lui a fait beaucoup de bien parce qu'avec Sampaoli, je pense qu'il a appris à ressortir des balles proprement. Je trouve que c'est aussi ce qui nous manquait ces dernières années. Il est très fort défensivement, mais aussi à la relance. Il est vraiment complet et bah, il a pas de défaut, quoi. C'est incroyable, quoi. Puis, puis même son. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, il avait même dit lui-même qu'il avait eu un petit trou d'air de 4-5. Alors, c'est relatif, hein. De 3-4 matchs, il l'a dit lui-même, et au final, il revient au bridge, il nous sort cette performance-là. William, enfin, on a envie de lui dire. Et des trous d'air comme tu peux en avoir là, enfin continue quoi, on va dire. Il est trop fort le mec. Bah oui, puis enfin du coup, justement on en parlera après, mais il est tellement bon que à côté, enfin même Gabriel, même s'il nous a fait deux trois bêtises depuis le début de saison, c'est quand même très fort, on en parle peu. Et puis sur les côtés, Tierney, Tobiasu, Zin et puis White, ils font quand même une grosse saison aussi, mais Saliba il est tellement fort qu'on voit que lui quoi des fois, c'est vraiment incroyable. Avant juste de parler d'Aubameyang, il y a une petite chose qu'on a abordé aussi avant de lancer ce live, c'est le positionnement de Zinchenko. Il revenait de blessure, ça faisait un mois qu'on l'avait pas vu depuis Tottenham, où il avait joué. Il revenait de blessure, aligné directement. Quentin, c'est son positionnement, la manière dont Arteta l'utilise a fait aussi que le match a été, on l'a rendu facile, ça nous a permis de contrôler le match grâce notamment au positionnement de Zinchenko. Ouais, je pense que c'est la clé de pas mal de choses. Par exemple à Leeds ou des matchs comme ça, ou à Southampton où on a un petit peu galéré. Je pense que la clé elle peut venir de là parce qu'il semble utiliser Zinchenko comme une sorte de milieu, donc le joueur d'arrière gauche qui va se placer au milieu pour apporter plus de pression et augmenter et en fait avancer le bloc un peu plus. Et c'est ce qu'il avait tenté de faire à l'époque avec Xhaka, Mikel Arteta, mais ça marchait pas trop parce que Xhaka, cette saison, on s'en rend compte, lui, c'est de l'attaque, c'est de la possession, c'est de la création, c'est de l'animation, plus que de la défense. Et quand on retire la phase défensive à Xhaka, c'est tout un autre joueur. Là, Zinchenko, lui, la phase défensive, y a pas de souci, c'est son taf. Donc il adore. Donc il peut remonter, faire son rôle de milieu défensif et garder son rôle de défenseur. Et le fait de faire ce mouvement-là, ça apporte beaucoup plus de pression vers l'avant, beaucoup plus d'animation et ça libère des joueurs justement comme Zaka, Partey, qui peuvent justement prendre une autre casquette. Et avoir en fait cette tactique-là, ça nous permet de mener un match, de contrôler un match et justement de montrer cette maturité, cette domination qui nous manquait. Donc effectivement, je suis d'accord que la clé, c'est Zinchenko, parce que, et c'est là où on peut s'inquiéter, parce que c'est peut-être un petit peu le seul qui est capable de faire aussi bien ce rôle tactique. Est-ce que tu penses pas que Tierney est capable de le faire? Peut-être pas aussi bien, mais juste avec un tout petit peu d'adaptation. Il a fait un match énorme. D'ailleurs, on pensait tous qu'il allait être titulaire, hein, parce qu'il a fait un match énorme. C'était en Europa League. C'était quoi le match juste avant qui était énorme? Zurich. Zurich, C'était contre Zurich, voilà, pardon. Merci j'ai des trous de mémoire sur les matchs. On joue tellement de matchs que j'ai des trous de mémoire. Contre Zurich, il a fait un match énorme. On pensait le voir titulaire justement pour enchaîner. Est-ce que tu penses qu'il est capable de jouer aussi, de tenir ce rôle dans une autre mesure, mais de tenir ce rôle quand même en s'adaptant un tout petit peu à ce que veut Arteta? c'est un débat intéressant, mais je le vois Tierney comme un tout autre profil d'arrière gauche. Pour moi, c'est un profil type limite ailier, tu vois, c'est l'arrière gauche qui va exploser sur son aile, qui va offrir l'overlap à son attaquant pour faire des 1-2, des combinaisons, ramener des centres ou ramener des grosses frappes qui vont finir au fond des filets. Je le vois plus comme ça, comme vraiment un puncher plutôt qu'un tacticien. Après, peut-être qu'il est capable de le faire, je sais pas, mais on l'a moins vu dans ce rôle-là que dans le rôle de puncher, comme en Europa League. Euh, euh, BH Records qui me dit c'est Maël, salut Maël, merci de passer. Il nous dit par contre défensivement Zinchenko c'est limité. Euh, Est-ce que vous partagez son avis? Moi je dirais que oui, mais qu'il est protégé justement par le reste de l'équipe en fait. Il a Martinelli qui revient très souvent, qui fait beaucoup d'efforts. Il a Partey qui est pas très loin. Il a Xhaka qui est aussi pas très loin. Il a Saliba qui est à côté. Gabriel qui est pas très loin de lui non plus. Voilà, Benjamin, est-ce que tu penses que, enfin voilà, est-ce que tu partages un peu cet avis et qu'au final cette faiblesse défensive est compensée par ses partenaires justement et par le bloc équipe? Je pense que c'est moins bon défensivement que Tierney et Tobiasu.
Après, vu l'équipe qu'on a en défense, pour moi, ça pose pas de problème dans les matchs. On va beaucoup les dominer. Justement, on a besoin de cette présence au milieu pour casser les lignes, pour créer des décalages, etc. Donc moi, je trouve pas ça gênant. Surtout, je trouve beaucoup plus complémentaire avec Martinelli que Tierney, parce que Tierney, justement, il va prendre ce couloir là où Martinelli est déjà souvent là. Et on avait vu en début de saison que Tierney, Martinelli, Xhaka, des fois, ça se marchait un peu dessus. Donc moi, pour l'équipe, je trouve que Zinchenko est plus intéressant parce qu'il va pas prendre le même espace et laisser plus de liberté en attaque et que défensivement, on tient la route, hein. Défensivement, on tient tellement la route que ça nous permet de faire une belle transition avec le deuxième titre. On tient tellement la route qu'on n'a pas vu Aubameyang. Aubameyang, on voulait juste faire un petit clin d'œil par rapport au gros karma qu'il s'est pris avec ce teasing de la part de, je crois que c'était Sky Sports, qui a fait un teasing où il dit Nothing personal, I'm black, I'm blue, I'm ready. Bref, le teasing pour faire monter un peu la pression, c'est de bonne guerre, hein. C'est le trash talk, enfin voilà, c'est un peu ça fait monter la pression par rapport au match. Bah, je pense qu'Aubameyang, il aurait dû dire non à ce teaser, à ce teasing, parce qu'au final, il s'est pris une clim et un karma qui nous a tellement fait tous plaisir que sur les réseaux sociaux, ça s'en est donné à cœur joie. Ça, je te vois sourire, Quentin. J'imagine que voilà, toi, t'es un peu comme tout le monde. Ça t'a mis le sourire de voir cette capture d'écran quand Gabriel marque ou Aubameyang tire une tronche. Il n'y a pas que la capture d'écran, parce qu'il y a même la vidéo qui est sortie où, quand il marque Gabriel, tu vois, il y Oui, a oui. 7 ou 8 joueurs d'Arsenal qui sont autour d'Aubameyang. Donc ça donne un petit peu aussi le sentiment qui était dans le vestiaire. Je pense que Arteta a dû faire sur l'écran géant, il a dû montrer comme on peut voir dans le documentaire Amazon, il a dû montrer la vidéo, il a dit Let's fucking go. Mais après voilà, qui aime bien châtie bien, on va dire. Aubameyang, on peut qu'avoir du respect pour ce qu'il a fait au club, pour la cup qu'il a soulevée avec nous, pour les faux qu'il nous a portés. Maintenant, Bah il est oui. parti dans les conditions qu'on sait. Il est revenu en Angleterre de manière un peu rocambolesque. Il a fait la petite promo. Selon Gunner Blog, apparemment, il y avait même un petit masque caché derrière le but de Ramsdale en cas de but. Ouais, Donc en fait, il avait mis la totale. Donc à partir du moment où lui, il accepte de mettre la totale, il faut accepter qu'il se prenne derrière la grosse clim, comme tu dis, et c'est ce qui est arrivé. Et tant mieux pour nous, parce que ça fait aussi plaisir de pouvoir mettre des clims, hein, un peu aux autres, parce qu'on en a assez pris les dernières années, hein. ouais. Mais bon, écoute, Ouais, vas-y, finis, excuse-moi. non, mais c'est juste, c'est de bonne guerre, comme on dit. C'est juste de bonne guerre. Je vous avoue que de mon côté, je sais pas si c'était le cas, Benjamin, de ton côté, mais moi j'avais coché déjà le but d'Aubameyang. Comme ça, comme ça, je savais qu'il allait marquer. Comme ça, je me suis dit au moins, je me suis préparé. Il va marquer, je le sais, mais au moins on va gagner quand même. Est-ce que tu avais aussi coché ce petit ça va nous faire mal, on va se prendre un retour de bâton, Aubameyang va marquer ou pas du tout? Alors, il y a 2 3 ans, je t'aurais dit oui. Non, cette année, j'étais très confiant. C'est un petit peu monté quand j'ai vu déjà qu'il était titulaire, parce que c'était pas sûr qu'il soit déjà dans le 11. Quand je l'ai vu titulaire, j'étais en mode, bon, bah alors là, ça y est, les choses sérieuses commencent. Et puis après, bon, il marquait, ça m'a ennuyé, parce que très honnêtement, le teasing qu'il a fait, quand t'es ancien capitaine d'Arsenal, que t'as le plus gros Ouais. salaire, on te disait, quand il a prolongé, qu'il voulait être une légende d'Arsenal, etc. Et puis qu'un an après, c'est pas il y a 4 5 ans, hein, c'était vraiment un an après qu'il revient, et puis qu'il nous fait ça. Moi, je trouve que c'était un petit peu trop et je suis vraiment content qu'il ait vraiment touché que 8 ballons, qu'on l'ait pas vu et puis qu'il fasse la tronche sur le banc. Là, c'était le meilleur moment du match, quoi. Je vais la remettre quand même parce que c'est absolument franchement ça rentre dans l'histoire d'Arsenal, ça c'est magique cette photo d'Aubameyang, enfin cette capture d'écran d'Aubameyang qui tire la tronche Tu vois qu'il y pense. ouais, tu vois qu'il est dégoûté. Tu vois qu'il est dégoûté et puis ouais, c'est vrai que tout ce qui s'est passé autour de lui, j'arrive pas à le détester comme j'ai pu détester un Van Persie ou d'autres joueurs, mais c'est quand même il aurait pu se passer de certaines choses en fait pour que déjà de pas aller à Chelsea, hein, ça aurait été déjà bien, mais il aurait pu se passer de certaines choses en fait pour que son image soit pas non plus ternie comme elle l'est aujourd'hui en fait. Il est passé, comme tu as dit, en un an de capitaine d'Arsenal, prolongation, nouveau salaire, nouveau contrat, au tweet qu'on a vu hier en fait, enfin oui aujourd'hui. Donc je trouve un peu dommage, je sais pas ce que t'en penses toi Quentin, je trouve un peu dommage quand même tout ce qui s'est passé autour d'Aubameyang
Mais comme tu l'as dit, c'est de bonne guerre, il a mis le paquet, on a mis le paquet, c'est de bonne guerre au final. Mais oui, c'est ça, c'est le bonne guerre. Mais bon, après, comme dit, ça ne changera rien à ce qu'on a accompli ensemble au club. Je veux dire, on se souvient tous de la hype qu'il y a eu quand il a prolongé. On était tous tellement heureux. On s'est dit, c'est bon, on a notre grand attaquant qui va nous porter. Finalement, bah voilà, ça s'est pas fait. En un an, il est devenu joueur de Chelsea d'une manière enfin, dans une, dans une suite d'événements qui est absolument, c'est fou quoi. Hmm. Qui supporte, enfin, joueur de Chelsea après un an, mais bon, voilà. C'est comme ça. Je veux dire, nous, ce qui est important, c'est que il est parti. Mikel Arteta a fait ses choix, qui s'avèrent être les bons. L'équipe s'est reconstruite, l'équipe a grandi, elle a gagné en maturité. Et vu la réaction des joueurs sur le terrain après le but, je pense que le fait qu'il ne soit plus au club est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il y avait, ouais, je pense qu'il y avait peut-être quelques. Le vestiaire devait être coupé en deux, on va dire, l'année dernière, au moment où tout ça s'est passé, parce que on a vu notamment Chaka. C'est le seul d'ailleurs, je crois, qui lui a fait, enfin, qui l'a enlacé, on va dire, au moment des présentations des équipes, au moment où ils se serrent la main tous. C'est le seul un peu voilà, qui a gardé un peu un comportement, on va dire, affectif avec Aubameyang, tu vois. Mais c'est vrai qu'on sentait que le vestiaire était peut-être un peu divisé et que là, le vestiaire, il est uni, quoi. Et c'est une personne et les voir tous, vraiment tous sur la célébration, courir à côté d'Aubameyang, le pauvre, dans sa tête, ça devait être un enfer. Bref. On nous dit dans le chat, Madax, il me dit, il est là où son comportement l'a amené. C'est très bien résumé. On peut pas comparer Aubameyang et Robin van Persie. Oui, bon, c'est vrai, mais dans les situations, on passe quand même. Aubameyang, c'est pas non plus rien. Il a quand même. C'est pas comme si on parlait d'un joueur lambda qui a fait 6 mois à Arsenal. Il a quand même porté le club 3 ans. Il nous a Le fait gagner brassard. et le brassard. Il nous a fait gagner une FA Cup. Il nous a porté quand même quand l'équipe était pas vraiment pas bonne. Enfin, il y a beaucoup de matchs, faut pas oublier non plus. Ça reste rien comparé à Robin van Persie, mais faut pas non plus minimiser le travail qu'il a fait pour le club et c'est dommage que ce soit parti autant en couille pour lui. Mais après, comme tu l'as dit, Quentin, tu l'as très bien résumé, c'est de bonne guerre. On va passer à un peu la partie défensive. On a parlé on a parlé de Saliba. On va parler de Ben White. On n'avait pas trop fait de focus sur Ben White depuis le début de la saison dans cette émission. On va en faire un aujourd'hui parce que je trouve que son match face à Chelsea représente exactement ce pourquoi il est venu et ce pourquoi on l'a payé 50 millions à Brighton. Euh, c'est la force tranquille, le mec est ultra complet, ultra solide. Il s'est adapté au poste d'arrière droit. Il avait déjà joué certes au poste d'arrière droit, mais il s'est adapté à Arsenal. Il est ultra régulier. Enfin voilà, Ben White, Benjamin, c'est quand même une valeur extrêmement sûre de ce 11 de Mikel Arteta. Bah, début de saison, on se disait, bon, bah, on a trois défenseurs centraux, comment on va faire un petit peu pour faire jouer les trois, parce que les trois étaient quand même très bons. Bah oui, Avec les blessures, on se dit, bon, bah, il met Ben White à droite, on va voir. Et là, moi, je trouve que de match en match, je le trouve de plus en plus à l'aise. Défensivement, tout va bien, mais offensivement, il prend de plus en plus les couloirs, il fait de plus en plus d'appels. Contre Chelsea, on l'a vu frapper deux, trois fois, ce qu'il faisait pas avant. Donc moi, je le trouve de plus en plus à l'aise et je pense que fin de saison, on va avoir un Ben White hyper bon, autant défensivement qu'offensivement, et très très content de ce changement de poste. Quentin, c'est vrai que le côté droit d'Arsenal, Saliba, White, il n'y a rien qui passe en fait. Enfin, c'est monstrueux quoi. C'est extrêmement complémentaire, mais c'est déjà complémentaire parce que White connaît le poste de défenseur central droit, parce qu'il l'a occupé avec nous et à Brighton. Donc du coup, il sait parfaitement comment se placer, il a l'air de s'entendre super bien avec Saliba, et derrière, côté droit, bah, effectivement, il n'y a rien qui passe, il est extrêmement tranquille. Alors du coup, il a eu plusieurs tests. Il s'est mangé un Wilfried Zaha, il s'est mangé plein d'autres joueurs qui étaient plutôt costauds, plutôt rapides, plutôt techniques. Il a passé globalement tous les tests jusqu'à maintenant. Et il confirme, il est là, il s'impose, il fait le travail aussi bien que Tomiyasu, encore mieux que Cédric Soares, qui est normalement un spécialiste du poste. Donc on se dit, c'est un joueur qui est polyvalent. Mikel Arteta voulait des joueurs polyvalents, ben ouais, avec White, il est servi en polyvalence, parce qu'il peut jouer pratiquement partout sur le côté droit de la défense. Après, son point faible en début de saison, c'était un petit peu l'attaque, parce qu'il n'osait pas trop y aller. Ça a
posait des petits problèmes à Saka, qui se retrouve bien souvent tout seul avec son ballon, à pas pouvoir combiner 1-2 et pouvoir percer les lignes. Mais petit à petit, ça commence à venir. Et comme tu l'as dit, Benjamin, du coup, il frappe contre Chelsea. Et je pense qu'on peut mettre une petite pièce pour que White il puisse choper quelques buts, 2 ou 3 buts d'ici la fin de la saison, peut-être, s'il continue à prendre confiance. Mais c'est vraiment impressionnant, de plus par sa mentalité. Il est calme, serein, Ouais. et il ne flippe jamais. Et quand il se fait battre en duel, il est tout de suite debout, il va gagner le ballon, et ça repart. C'est juste incroyable. C'est Maël qui te dit Cédric est spécialiste dans la même phrase, c'est une oxymore. C'est spécialiste du poste, Cédric. J'ai distancé. Oui, oui. Et oui, on attend toujours son premier but. C'est vrai qu'il a pas marqué Ben White encore avec Arsenal, il me semble. Si j'ai pas l'impression qu'il ait déjà marqué avec ou peut-être de la tête une fois, mais j'ai un doute. Corner une fois, je crois, un truc comme ça. Mais... Il me semble, mais je suis pas sûr. Bref, à vérifier cette petite astérisque, on a Gabriel qui marque et puis Saliba qui marque maintenant. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, Benjamin, chez White? C'est comme disait Quentin, c'est son calme. Enfin, voilà, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Oui, bah, c'est cette sérénité qu'on a sur le côté droit de la défense et ses retours défensifs aussi et le nombre de fois où il a contré des frappes, où il se jette pour contrer des frappes et qu'il nous sauve comme ça, mais moi je trouve ça c'est impressionnant quoi. Donc c'est un gros plus défensivement et quand tout le monde monte etc. et qu'il y a un contre, c'est le premier à revenir et je pense qu'il est très précieux voilà, dans ces domaines-là quoi. Toi aussi, tu trouves que justement, comme disait Quentin, il a amélioré son apport offensif. On sait que moi aussi j'avais cette impression au début de ce repositionnement, il s'adaptait au poste, il était un peu plus dans l'assise défensive pour bien comprendre le poste, en tout cas bien comprendre ce qu'attendait Arteta. Et maintenant, on sent qu'il se libère beaucoup plus et qu'il va beaucoup plus de l'avant, justement pour manger les espaces laissés par Saka qui attirent les défenseurs, justement. Bah, je trouve que ça combine de mieux en mieux et même ce qu'on voit souvent avec Saka White qui combine, qui attire la défense et du coup Partey qui va revenir à l'intérieur pour faire ses frappes. Et généralement c'est Ben Ouais. White qui a l'initiative de ça et c'est travail à l'entraînement et je pense qu'on va le voir encore de plus en plus, ça. C'est vrai que Partey, il nous avait habitués à mettre des frappes au-dessus de l'Emirates et là, il nous plante 2 lucarnes en une saison. On sait pas trop ce qui se passe. Je pense qu'il a fait une spéciale, il a fait une spéciale frappe intérieur du pied Partey. Mais pour revenir sur Ben White, Quentin, tu parlais de son calme. J'avais noté justement dans les petits points à aborder, c'était son sang-froid. Le joueur sur le terrain me fait penser aux joueurs en interview d'après-match. Je sais pas si vous les avez déjà vus, les interviews d'après-match, mais c'est incroyable le mec et il en a rien à faire. Enfin, je sais pas si c'est ce. Enfin voilà, j'ai l'impression de voir un joueur qui en fait est juste concentré sur ce qu'il doit faire avec un sang-froid incroyable et en fait tout le match il va garder cette mentalité de je reste dans le match, je suis concentré, je fais mon match et on verra à la fin en fait, tu vois. Mais tu sens qu'il a qu'une seule mission et que il niaise pas à côté, quoi. Il est là, il fait son taf, il le fait très bien, il repart, emballé, c'est pesé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est juste ça, en fait. Il est là et rien ne. Tu sens, franchement, quand tu penses à une potentielle bagarre générale, concrètement, tu vois peut-être un Xhaka en premier, mais tu vois pas un White, par exemple. Parce que lui, il est là, il est pas là pour justement pinailler. Et franchement, c'est juste inspirant parce que quand on dit que justement toute la défense elle est solide, toute la défense a gagné en maturité, justement lui il apporte ça avec Saliba, avec Gabriel, et tu le ressens, il est justement acteur de ce changement de mentalité de toute l'équipe. Moi, ce qui me fait rire, c'est j'avais noté pour Aubameyang le temps donne raison à Arteta. Et bah, pour Ben White, au final, c'est exactement la même chose parce que on en parlait de ses recrutements, mais c'est vrai que Benjamin et on parle de Benjamin White, mais c'est vrai que White, il a il s'est fait bâcher par tous les médias, par tous les autres clubs, comme quoi Arsenal, c'était pas possible de mettre 50 millions sur un joueur comme ça. Et au final, comme j'ai dit, le temps donne raison à Arteta. Et Ben White, les 50 millions, au final, il en valait beaucoup plus. Hein. Bah, je me rappelle du même sur Twitter où il y avait les têtes de dragon Oui. du coup il y avait Ouais. Arsenal et Ben White avec les dragons qui faisaient un petit peu une tête d'abruti et
quand on regarde les autres recrutements, finalement, on se rend compte que c'est le meilleur. Et alors, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas bien Ben White avant qu'on le recrute, même si je regardais un petit peu Brighton. Et bon, 50 millions, quand c'est un joueur anglais, tu te dis ça fait cher, mais de toute façon, c'est les prix. Et j'étais agréablement surpris et je pense qu'on a vraiment fait le bon choix et qu'il n'y a rien à regretter et que bah, c'est le, comment dire, c'est la pièce parfaite pour Arsenal, quoi. Donc tout bénef et c'est un recrutement intelligent, comme Ramsdale, comme tout ce qu'on a fait depuis ces dernières années. Et on fait un sans faute sur le recrutement et ça fait vraiment plaisir, quoi. Je vois Elidias qui nous dit seul point faible, il a du mal à finir les matchs. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Quentin? Parce que c'est vrai qu'il sort Ouais, souvent quand même. enfin, en même temps, t'as vu le nombre de matchs. Oui, mais c'est vrai, mais c'est l'un des seuls défenseurs, on va dire, qui sort assez souvent, tu vois. Oui, mais après, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de turnover côté droit. Je veux dire, côté gauche, t'avais Hmm. Tierney, t'as Zinchenko, t'as Tomiyasu qui est rentré. Côté droit, on a pu commencer à souffler parce que Cédric Soares est revenu et a pu jouer 20 minutes en fait. Sinon, il y avait que Tomiyasu qui a eu, lui aussi eu ses petits pépins physiques et qui n'était pas tout le temps là. Donc White a dû jouer parce que Tomiyasu n'était pas à 100% aussi, il revenait de blessure. Donc en fait, il y a eu moins de possibilités de turnover à droite qu'à Hmm. gauche. Et du coup, White, il en pâtit. Donc lui, effectivement, physiquement, il est peut-être plus esquinté, mais au contraire, moi, je vois plutôt ça comme une qualité parce que c'est-à-dire qu'il a tenu le choc, il a tenu la position dans de nombreux matchs avec moins de repos. Donc, Ouais. Maël qui nous dit sur le chat, je pense que c'est plus pour donner du temps de jeu à Tomiyasu. C'est vrai que Tomiyasu revenait de blessure. Il fallait peut-être aussi lui donner 20 minutes par-ci par-là, donc c'est peut-être aussi pour ça que qu'Arteta le faisait sortir justement en plus pour le préserver et puis pour faire rentrer du rythme un peu dans les jambes de Tomiyasu. Euh, Juste pour finir sur Ben White, la dernière chose que j'avais noté, c'était qu'on était un peu le joueur, c'est un peu le type de joueur que les autres clubs, que les autres fans détestent. Je sais pas si vous voyez un peu, genre, je vais prendre l'exemple, c'est pas le bon exemple, mais un peu Bruno Fernandes. Il a ce côté, il a un peu ce côté, on l'a vu encore là sur les images du but où il tape le ballon, il le tape dans la tête d'Odegaard. Il a un peu ce côté, je sais pas comment dire, un peu. Tu sens qu'il a un côté un peu vicieux. Il est un peu dans les mauvais coups, justement. Tu disais qu'il n'avait pas à la bagarre. Moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est un peu le côté vicieux de Ben White. Je pense qu'il a un côté, voilà, un peu. Parfois, un petit côté. Je vais faire des petites dingueries et que l'arbitre va pas voir. Je me souviens d'un croche-patte qu'il avait fait contre Wolverhampton, je crois. Enfin, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, Benjamin, mais je trouve qu'il a ce côté. Toi, tu l'adores quand il est au club, mais les autres le détestent. Il nous faut des joueurs comme ça, de toute façon. Et je suis assez d'accord, hein, mais on a tous besoin d'un Sergio Ramos. Donc, il est là. Et sur le terrain, c'est important de savoir que, enfin, quand en face de toi, tu as quelqu'un, tu sais qu'il va te faire ça, etc. C'est pas que ça intimide, mais tu fais attention et ça apporte de la présence. Et justement, peut-être qu'il dégage aussi cette tranquillité, parce qu'en face, bah, ils veulent pas faire n'importe quoi contre lui, etc. Et ils savent que quand tu vas y aller, tu vas te prendre le petit coup de coude, le petit coup de genou, le petit truc qui fait que dans les duels, tu es présent, quoi. Et je trouve vraiment c'est ce qui nous manquait ces dernières années. Et je suis très très content qu'on ait quelqu'un comme ça. J'avais encore justement un petit exemple, je sais pas si vous l'avez remarqué pour le match face à Chelsea, mais il a eu un ou deux duels avec Mason Mount et où hmm. ils s'accrochaient un tout petit peu tous les deux et je me suis dit et en fait en regardant le visage de Ben White, il rigolait en fait, il avait ce petit côté, ce petit sourire en coin en mode j'ai vu ce que tu essayais de faire, mais ça marchera pas avec moi, rentre chez toi un peu. Ça faisait, je sais pas si tu l'as remarqué toi aussi Quentin, ce petit il a ce côté vraiment un petit peu je sais ce que je fais, tranquille. Oui, après je l'ai remarqué aussi. Après, Moise c'est aussi son pote de sélection, donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Bah oui, oui. Mais maintenant, je le comparerais pas à Bruno Fernandes parce que pour le coup, Bruno Fernandes, il est vicieux, mais dans le sens petite, Oui, j'en dirais. Alors que, alors que lui, c'est plus toujours avec, comme tu dis, c'est avec le sourire, tu vois. Il fait les petits coups, les petits machins, mais après, il a fait toujours un smile, genre non mais je déconne, hein. Alors tu vois très bien qu'il déconne pas et qu'il le charge vraiment, mais il le fait avec le smile. mais c'est exactement ça. Genre, je vois euh, sur le chat, on dit d'accord avec toi, il est loin d'être un ange. Par contre, il sait le cacher aux arbitres. Et c'est vrai que l'action après, où il s'embrouille un peu avec Mason Mount, il lui met un petit pont à Mason Mount d'ailleurs. Ça m'a fait très, très. Enfin, il a perdu le ballon après, mais le petit pont, genre en mode on s'est cherché. Tu vois, je te mets un petit pont, je te fais un peu comprendre quand même que, que c'est moi le patron. Mais c'est comme le croche-pied qu'il avait fait, ouais, je crois, contre Wolverhampton. L'arbitre l'avait pas vu.
mais le croche-pied avait détruit une occasion de contre-attaque pour Wolverhampton, et l'arbitre avait rien vu. Et lui, il rigolait, tu vois, il avait ce côté sourire en coin. Bref. Ben White, Monsieur Régularité, c'est d'ailleurs en plus ça m'a fait rire parce que c'est ce que j'avais mis en titre, en tout cas dans mes fiches, et c'est ce que a tweeté Arsenal cet après-midi, donc ça m'a fait extrêmement rire parce que je me suis dit bon c'est bon, je suis pas dans le faux. Il nous reste une petite dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on va finir par parler de l'Europa League. J'ai pas devant moi, j'ai mal fait mon travail, j'ai pas devant moi le tirage au sort de la Ligue Europa. Je vais essayer de le mettre devant moi, mais je suis pas sûr de. Est-ce que je peux l'avoir en mettant Europa League, phase finale? Bah oui, voilà, parfait. C'est facile, c'est bien flash résultat quand même. On va parler du coup de l'Europa League. Arsenal n'était pas. Il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions et des 16e de finale de l'Europa League. Arsenal n'était pas concerné parce qu'on était directement qualifié, enfin on est directement qualifié en 8e de finale. Il y aura un autre tirage au sort pour savoir qui on affrontera justement lors de ces 8e de finale. Il y a eu le tirage au sort donc des 16e, les barrages, enfin les playoffs comme ils appellent ça, alors que c'est des 16e de finale. Il y a notamment un petit Barcelone-Manchester United. Les Nantais vont être contents parce qu'ils reçoivent la Juventus. Il y a un Shakhtar Rennes, il y a Ajax Union Berlin, Bayer Leverkusen Monaco, FC Séville PSV, Red Bull Salzbourg contre l'AS Rome, ça aussi ça va être intéressant. Enfin, il y a quand même des gros matchs, notamment ce Barcelone-Manchester United. Pour la suite de la compétition, les gars, déjà vous la voyez comment par rapport à ce qu'on a fait en phase de poule? Cette Europa League, c'est un objectif, Quentin? Clairement, je veux dire, il y a 3 coupes qui vont arriver. Donc, il y aura la suite de l'Europa League, il y aura la League Cup qu'on va commencer mercredi soir, et il y aura la FA Cup qui va arriver. Donc, clairement, vu la position qu'on a en championnat et vu qu'on est encore en Europa League, il va falloir faire des choix. Je pense pas qu'on a l'effectif pour jouer 4 coupes. Je pense qu'on va récupérer quelques joueurs en janvier avec Smith Rowe qui va revenir. Peut-être une ou deux recrues au mercato qui pourraient nous donner plus de profondeur de banc. Ça, c'est spéculatif, mais on verra ce que le club pourra faire. Mais clairement, s'il y a une compétition à mettre en avant, c'est l'Europa League, parce que notre objectif premier, ça reste de retourner en Champions League. Maintenant, le tirage, il est quand même assez favorable parce qu'il y a des gros qui se jouent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 gros qui vont sortir dès ce tour-là. Mais nous, Arsenal, on verra plus clair seulement une fois que ce tour-là sera passé. Donc, ça reste assez flou. Sur les matchs un peu que j'ai évoqué, t'es content déjà de voir un petit Barcelone United en mode il y a un gros en moins déjà dans la compétition? Bah, en fait, voir Barcelone United dans ce tour-là de la Ligue Europa, ça veut juste dire heureusement qu'on a fini premier de notre groupe. Ouais. C'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu ça. Parce que imagine, tu te bats pour la première ligue et tout ça, et que tu dois mettre la grosse équipe dès le mois de février, alors que tu as le calendrier qui va se charger. Bah, nous, ça nous fait gagner quand même 2 semaines au final de préparation, 2 semaines de compétition. Donc Manchester United déjà qui sont en retard un petit peu en championnat, qui se battent pour le top 4 et qui doivent se manger Barcelone dès le mois de février, bon courage à eux. Et pour nous, forcément, à l'extérieur, c'est un très beau match à regarder. Je crois que c'est les mecs de Canal qui disaient bon bah ça va nous faire une troisième soirée de Champions League. Bah, c'est un peu la saveur. Mm. Donc en tant que spectateur, on pouvait pas rêver mieux. Ce sera un très beau match. Benjamin, on en a déjà parlé, mais l'Europa League cette saison c'est quand même un des objectifs principaux, si ce n'est, enfin, il y a le retour en Champions League qui est l'objectif principal, mais si en plus on peut faire un beau parcours en Europa League et avec les performances qu'on a cette saison, gagner l'Europa League ce serait quand même ajouter un trophée européen au palmarès d'Arsenal, ce qui est pas dégueulasse parce qu'Arsenal n'a pas non plus un palmarès européen de fou. L'Europa League c'est un objectif pour nous? Bah, je pense que si on prend les titulaires, on a clairement nos chances. Après, il va falloir voir où on en sera au mois de février-mars. Parce que si on est bon, si on est dans la course au titre, on est bon. Et si on est deuxième, troisième, peut-être qu'il y aura des priorités à faire parce qu'on n'a pas un effectif non plus qui est très fourni. À voir comment on va recruter aussi au mois de janvier. Donc, pour moi, c'est un objectif, mais ça va vraiment, comment dire, il faudra voir où on en sera en Cup, où on en sera dans le championnat, et puis voir si l'Europa League, si on peut jouer sur tous les tableaux ou pas.
moi, j'en ferai pas une priorité. Si ça se passe bien, tant mieux, mais bon, faudra quand même bien finir en championnat avant tout pour moi. Sur la phase de poule qu'on vient de voir, quels sont un peu les grands enseignements, enfin les grandes lignes, ouais, les grands enseignements que vous retenez, Quentin, euh, pour commencer par toi, voilà, de ces 6 premiers matchs d'Europa League, sachant qu'on a donc gagné 5 matchs, on a perdu une seule fois, on a marqué 8 buts, seulement 3 encaissés. Enfin voilà, quels sont un peu les enseignements pour toi de cette phase de poule? Bah, premier renseignement, c'est que Mikel Arteta, je trouve, a très bien géré son effectif et les rotations parce que ça a beaucoup chargé le planning des matchs et on s'en ressort avec très peu de blessés ou des petits coups et des petites contractures à droite à gauche. Donc ça ne nous a pas lésés au niveau championnat. Mais ce que je retiens principalement, c'est que je suis assez inquiet en fait du gap qu'il y a entre le 11 de départ championnat et le 11 de rotation d'Europa League. Je veux dire, Nketiah, m'a déçu un petit peu, Fabio Vieira m'a déçu un petit peu, Sambi Lokonga m'a beaucoup déçu et du coup, c'est 3 joueurs qui ont sous-performé et ça s'est ressenti dans nos performances, dans le jeu, dans la finition et c'est inquiétant parce qu'on aura besoin de ces joueurs-là et on aura besoin de ces joueurs-là à un niveau différent si on veut continuer à jouer sur plusieurs tableaux et aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir dire qu'on sera capable, en fait, de faire tourner dans les prochaines phases si ces joueurs-là, en fait, restent à ce niveau-là et ça peut impacter potentiellement les stratégies de mercato si ces joueurs-là, justement, n'ont pas le déclic. Après, voilà, Vieira, il vient d'arriver, il a besoin de temps pour s'adapter, s'acclimater et exploser. Nketiah, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'il explose principalement en deuxième partie de saison, à confirmer. Mais par contre, Sambi Lokanga, je pense qu'il faut en parler parce que malheureusement, il ne brille pas. Alors, on en avait fait un focus justement il y a 2 semaines sur Sambi où on disait est-ce qu'il doit se remettre en question, qu'est-ce qu'on doit faire de lui, mais c'est vrai qu'il n'a pas. En tout cas, on n'a pas vu ce qu'on espérait voir de lui justement sur les matchs où il était titulaire. Benjamin, quels sont tes enseignements à toi sur cette phase de poule d'Europa League? Eh ben, je pense vraiment exactement pareil. Moi, j'étais beaucoup déçu par les trois qu'on a cités et surtout Sambi. Autant dans le niveau que dans l'attitude. Je le trouve très nonchalant sur le terrain. Il se plaint parce qu'il n'a pas de temps de jeu en première ligue et parce qu'il est un peu laissé sur le côté, que ce soit en club ou en sélection. Et quand on lui donne sa chance, ben, je sais pas s'il se donne pas ou si on a l'impression qu'il se donne pas, mais en tout cas, sur le terrain, c'est pas terrible. Et puis, on a l'impression qu'il n'a pas la hargne, qu'il n'a pas. Voilà. Alors, c'est pas vraiment son poste de prédilection. Et puis, d'habitude, on a Partey, donc forcément, il y a un gros écart. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu et je pense qu'en janvier ou pour l'été prochain, il va falloir recruter à ce poste-là parce que pour moi, ça le fait pas pour l'instant, quoi. Donc, un petit peu inquiet pour le Conga. Vieira, je trouve aussi qu'il est un petit peu en dessous. Il vient d'arriver, c'est le temps qu'il s'adapte. Il est encore un petit peu frais, le temps qu'il s'adapte à la première ligue. Je me dis que l'an prochain, ça ira. Et Eddie, ben, un petit peu nonchalant aussi. Et j'espère qu'il va un petit peu se réveiller comme une fin de saison dernière parce que je trouve que c'est un petit peu limite en ce moment aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais et puis il a pas trop joué non plus. Mais qu'est-ce que vous avez pensé des promesses affichées par Marquinhos, notamment? Vas-y, Quentin, commence. Bah, en fait, je sais pas vraiment parce que je pensais qu'il avait gagné sa place pour l'Europa League après le match qu'il a fait à Zurich, où il a marqué un but, et il avait fait une passe pour Ouais. Nketiah. Après, je crois qu'il a fait quelques petites apparitions, j'ai plus vraiment de souvenirs, mais vu que Nelson est revenu de blessure, il est un peu redescendu au niveau de l'ordre des choix. Mais je pense que l'objectif, c'est un prêt pour Marquinhos. Après, il y a clairement du potentiel, hein, ça se sent qu'il a du ballon, ça se sent qu'il a des capacités, mais maintenant, il y a tout un apprentissage tactique, enfin, je veux dire, Marquinhos, c'est un bébé encore, il est très très jeune, hein, faut pas Ouais, l'oublier. 19 ans, ouais. Donc, il a beaucoup de choses à apprendre, surtout qu'il vient d'un autre pays, il parle pas vraiment la langue, il parle pas anglais. Donc, j'ai pas en fait de conclusion sur ce joueur. C'est un joueur qui doit être développé et qui doit revenir peut-être Mhm. d'ici 6 mois, 12 mois après un prêt pour justement prétendre à une place ou. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de. T'as l'air d'accord, Benjamin, justement.
Moi, de ce que je me rappelle de ce recrutement, déjà, il n'était pas forcément vu pour jouer en Europa League. Il devait plus s'entraîner avec les jeunes. Donc je pense qu'il a déjà un petit peu surperformé et Arteta voulu l'intégrer dans le groupe. Mais c'était pas vraiment le but quand on l'a recruté. Donc je suis déjà très content qu'il soit avec les pros et qu'il soit Hmm. en Europa League. Mais il faut pas le presser et c'est un investissement sur le moyen terme et ça va venir. Justement, on parle d'un Brésilien. On va parler justement rapidement pour terminer quelques minutes. On va parler de la liste du Brésil pour la Coupe du Monde. Il y a deux joueurs donc d'Arsenal. Il y a Tomiyasu d'ailleurs pour le Japon qui a été, c'est officiel qui est sélectionné pour la Coupe du Monde. Et le Brésil, donc on a Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, c'est une surprise entre guillemets puisqu'il n'était pas au dernier rassemblement brésilien. Il semblait pas dans les plans de Tite. Mais au final, donc, on va dire que son début de saison a fait changer d'avis l'entraîneur brésilien. Vous êtes heureux, content de voir Martinelli et Jesus avec la sélection brésilienne. Et malheureusement pour Gabriel Magalhaes, j'arrive pas à prononcer son nom, mais j'imagine que ça se prononce comme ça, un peu déçu. Enfin voilà, quels sont un peu vos ressentis sur cette sélection brésilienne et nos joueurs, nos Gunners qui vont en sélection, Quentin? Bah, content pour Gabi, très content pour Gabi, moins content pour Gabi. J'ai- J'étais j'étais sûr. Ouais. Non, mais franchement, pour Martinelli, c'est juste le rêve absolu, hein. Je veux dire, on l'a cherché en D4, je crois, ou Ouais. en D2. Je dirais, en 3 ans, il se retrouve au mondial. C'est juste un rêve. C'est le rêve du footballeur, c'est le rêve de gosse, hein. Je veux dire, qui n'a pas rêvé d'avoir ce parcours-là. Donc, franchement, je suis très content qu'il y aille. Je suis très content pour lui et il va pouvoir montrer sa classe au monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le prolonge le plus tôt possible aussi, pour pas que, hein. Bah, Et, il a dit d'ailleurs qu'il lui manquait juste le stylo pour signer, hein, Martinelli. ben, j'espère qu'ils en ont retrouvé un avant qu'il parte au mondial. Et Et c'est- pour ouais, vas-y, Gabriel vas-y. Jesus, en fait, je suis très content qu'il soit appelé parce que ça valorise et ça justifie son transfert à Arsenal. Parce que les gens auraient été capables de dire c'est bon, il est passé à Arsenal, donc voilà, il est plus en équipe nationale parce qu'il est plus au niveau, machin truc. Pas du tout. Il a appelé parce qu'il fait des performances exceptionnelles, même s'il n'a pas les buts à son compteur, mais ça va booster sa confiance. Et je pense que le fait que ça va booster sa confiance, il va revenir avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Parce que je pense que cette équipe du Brésil va aller loin, parce que c'est une foutue armada quand on voit sur le papier. Donc, je pense que c'est très très bon pour Arsenal et pour la confiance du joueur. Et sachant que pour juste préciser par rapport à Martinelli, en plus, dans ces 3 ans de progression, il a eu une grosse blessure entre-temps, qui l'a quand même privé des terrains pendant 7-8 mois, je crois. Donc c'est encore plus impressionnant et ça fait plaisir de voir Gabriel Martinelli aller à la Coupe du Monde. Benjamin, ton avis sur les joueurs, voilà, notamment bah, les trois Gabi finalement, ton avis un peu là-dessus? Bah, moi, je suis très content pour déjà nos attaquants parce que quand on voit la liste du Brésil, il y a quand même énormément de concurrence là-dessus. Et du coup, être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde quand tu es attaquant, ça montre quand même que tu as un certain standing. Ça récompense Gabriel Jesus pour tout ce qu'il nous fait avec Arsenal depuis le début de saison, même s'il marque un peu moins. Et pour Martinelli, voilà, 21 ans, Coupe du Monde, ça va être sa première. Je suis très très content. Voilà, je pense qu'il la mérite vu tout ce qu'il fait à Arsenal, tous les efforts. Un petit peu déçu pour notre défenseur Gabriel parce que je me dis qu'autant en attaque, les places étaient très chères. En défense, il y avait peut-être un peu plus la place et qu'il était loin d'être mauvais et qu'il aurait pu être appelé. Mais bon, sélectionneur qui a fait ses choix. On va dire que ce sera le seul Brésilien enfin, en tout cas titulaire dans notre équipe qui sera reposé. Mais voilà, c'est vrai je pense que vu ses performances, il aurait peut-être mérité aussi lui d'être d'être appelé. Bonsoir à tous, étonné de ne pas voir Firmino dans cette liste. C'est vrai que Firmino n'est pas appelé. Après, il fait une bonne saison, mais c'est vrai que ces dernières années, il était un peu moins performant, Firmino à Liverpool. On arrive sur la fin de cette émission. On n'oublie pas cette semaine, donc il y a un match mercredi contre Brighton, si je dis pas de bêtises, en League Cup. Et ce week-end, je sais plus si c'est samedi ou dimanche, mais ce week-end Ça, c'est samedi, samedi, 20h45. contre Wolverhampton. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, À Wolverhampton. Wolverhampton, ouais. À Wolverhampton. Donc voilà, il nous reste 2 matchs avant cette Coupe du Monde. Qui aurait pensé qu'Arsenal serait
qualifié en huitième directement et premier de Première Ligue en ce début novembre, je pense que absolument personne, et nous y compris, on est les premiers satisfaits. Et ça fait extrêmement plaisir de voir ce début de saison absolument incroyable pour Arsenal. On prend un plaisir fou à regarder les Gunners. Il faut quand même se rappeler où on était il y a quelques saisons. Et les purges qu'on se regardait tous les week-ends cette saison, c'est pour ça qu'il faut savourer, les amis. Il faut savourer ce qu'on est en train de vivre avec Arsenal. Parce que c'est possible qu'on ne le revoie pas, ou en tout cas, enfin voilà, faut savourer quand ça va bien. Et il faut savourer le football qu'on est en train de regarder tous les week-ends et tous les 3 jours même. Donc voilà, on continue, on espère finir en tête du championnat avant la Coupe du Monde. Peut-être battre Brighton également au passage. Et puis voilà, on espère des 2 victoires cette semaine pour bien finir et finir en beauté. Merci Quentin, merci Benjamin. Ça m'a Merci fait à toi. extrêmement plaisir de vous avoir pour cette émission. Merci les gars. Merci à toi. Et on se Merci. retrouve du coup lundi prochain pour une nouvelle émission d'Arsenal French Monday où on débriefera donc cette semaine en League Cup et en Première Ligue. Allez, salut tout le monde, très bonne soirée. Salut. Ciao.